L'atmosphère était lourde, chargée de l'odeur entêtante du lys blanc et du parfum boisé de Julien. Camille, qui était assise sur le rebord du lit king size, les draps de soie d'un gris perle glissant contre ses jambes nues. Elle se sentait comme une étrangère dans son propre corps, une spectatrice impuissante de sa propre déchéance physique. Julien entra dans la chambre, un verre d'eau à la main, sa silhouette se découpant avec une élégance glaciale dans l'encadrement de la porte. Il était l'image même du mari parfait. Les manches de sa chemise blanche légèrement retroussées, un regard empreint d'une sollicitude que Camille avait longtemps prise pour de l'amour pur. « Tiens, mon cœur, dit-il, d'une voix dont la douceur l'irrita brusquement sans qu'elle s'explique pourquoi. C'est l'heure de ton repos. Tu sais que le docteur Valois a été très clair, si tu ne stabilises pas ton sommeil, ton épuisement nerveux va devenir irréversible. » Il tendit sa main droite, sur sa paume reposait une petite capsule d'un blanc immaculé, une clé vers l'oubli qu'elle avalait chaque soir depuis 6 mois. Camille leva les yeux vers lui. Julien était un homme de pouvoir, un haut dirigeant chez Biotech Santé, habitué à ce que les choses et les gens se plient à sa volonté. Depuis qu'elle avait commencé à souffrir de ses étranges absences au travail, il était devenu son seul pilier. « Je me sens déjà si faible, Julien, » murmura-t-elle, sa voix n'étant plus qu'un souffle. « Est-ce que tu es sûr que ce dosage était nécessaire ? Aujourd'hui au cabinet, j'ai oublié le nom d'un client que je connais depuis 10 ans. C'était humiliant. » Julien s'assit à côté d'elle et posa une main chaude sur sa nuque, un geste qu'elle trouvait autrefois apaisant, mais qui lui fit aujourd'hui l'effet d'un étau. « C'est justement pour cela que tu dois l'apprendre, Camille. Ton cerveau est en surchauffe, tu fais un burn-out sévère. Fais-moi confiance. Quand est-ce que je t'ai trompé ?» Cette dernière phrase résonna dans l'esprit de Camille comme une dissonance dans une partition parfaite. La confiance. C'était le socle de leurs 7 années de mariage. Elle prit la capsule, son cœur battait la chamade, une réaction d'angoisse que la Camille d'autrefois, l'avocate redoutée des prétoires, aurait immédiatement analysée. Mais la Camille d'aujourd'hui était noyée dans un brouillard permanent. Pourtant, un souvenir fugace l'avait traversée plus tôt dans l'après-midi. Elle avait trouvé une tache d'encre bleue sur son index droit en se réveillant ce matin-là. Elle n'avait pas ouvert de stylo-plume depuis des semaines. Et il y avait ses mails, envoyés depuis sa propre adresse à des heures indues, rédigés dans un style qui lui ressemblait mais contenant des erreurs juridiques grossières qu'elle n'aurait jamais commises. Elle porta la pilule à ses lèvres, Julien ne la quittait pas du regard. Ses yeux sombres scrutaient chaque mouvement de sa gorge. Camille but une gorgée d'eau, inclina la tête, et par un mouvement de langue qu'elle avait répété mentalement pendant des heures, elle glissa la capsule dans le creux de sa joue contre sa gencive inférieure. Elle simula une déglutition profonde, puis ouvrit légèrement la bouche pour montrer qu'elle avait bien ingéré le poison. Julien se détendit visiblement. Un sourire presque imperceptible étira ses lèvres. « Voilà ma bonne élève. Maintenant, allonge-toi. Je vais rester près de toi jusqu'à ce que les ombres t'emportent. » Camille se coucha, fermant les yeux pour masquer la terreur qui menaçait de la submerger. Le sérum acide hyaluronique qui est le plus efficace du marché. Alors, je peux vous dire qu'à la rédaction, on a commencé en faisant des... Les yeux pour masquer la terreur qui menaçait de la submerger. Elle contrôla sa respiration, imitant le rythme lent et lourd du sommeil profond. Dans l'obscurité de ses paupières closes, elle sentait la présence de son mari. Il ne quitta pas la pièce immédiatement. Il resta là, debout, à l'observer, comme on observe une expérience de laboratoire dont on attend les résultats. Le goût amer du médicament commençait à se diffuser dans sa bouche alors que la capsule se dissolvait lentement contre sa joue. Elle lutta contre l'envie de cracher, de hurler, de s'enfuir en courant de cet appartement qui lui semblait soudain être une cellule dorée. Après ce qui lui parut être une éternité, elle entendit Julien se lever. Ses pas, feutrés par l'épaisse moquette de laine, s'éloignèrent vers le couloir. La porte de la chambre resta entr'ouverte, laissant filtrer un filet de lumière blafarde. Camille attendit encore, comptant les battements de son pouls dans ses tempes. Elle entendit alors le clic distinct d'un téléphone qu'on déverrouille, puis la voix de Julien, basse mais parfaitement audible dans le silence de la nuit parisienne. « C'est fait, elle est out », dit-il au téléphone. « Le dosage de Valois est parfait, elle n'a même pas protesté. Écoute, j'ai besoin que tu prépares les documents pour la cession des actifs de l'avenue Montaigne. Elle signera tout demain matin dans son état de somnolence. Son associé au cabinet commence à poser des questions, mais j'ai déjà envoyé les rapports médicaux falsifiés de Valois. On va la déclarer inapte avant la fin du mois. » Camille sentit un froid polaire envahir ses membres. Ce n'était pas seulement une affaire d'argent. Il était en train d'effacer son existence, de transformer la femme brillante qu'elle était en une ombre dépourvue de raison. Mais qui était à l'autre bout du fil ? Elle entendit une autre voix, plus lointaine, provenant d'un ordinateur, une voix d'homme sèche.
N'oublie pas le dossier Vaugirard, Julien. Si elle reprend ses esprits et découvre ce qu'on a fait avec les fonds de roulement, nous sommes tous morts. Ne t'inquiète pas, répondit Julien avec un rire glacial. Pour le monde entier, Camille Laurent est en train de perdre la tête. Et qui croit une femme folle? Le bruit des touches d'un clavier résonna. Camille comprit alors l'horreur absolue de sa situation. Chaque nuit, pendant qu'elle était plongée dans un sommeil artificiel, son mari utilisait ses doigts, sa signature, son identité pour valider des crimes financiers. Elle était l'instrument involontaire de sa propre perte. Elle attendit que Julien s'enferme dans son bureau, au bout du couloir, pour recracher les restes de la capsule dans un mouchoir en papier qu'elle dissimula sous son oreiller. Son corps tremblait de rage et de peur, mais son esprit, débarrassé pour la première fois depuis des mois de la chape de plomb chimique, commençait à fonctionner avec une acuité redoutable. Elle se redressa lentement, ses sens aux aguets. L'appartement, autrefois symbole de sa réussite sociale, lui apparaissait désormais comme un théâtre d'ombre. Elle devait agir, mais avec une prudence extrême. Julien était un prédateur méthodique. Si elle faisait un seul faux pas, si elle montrait qu'elle avait retrouvé sa lucidité, il passerait à une méthode plus radicale. Elle attrapa son téléphone portable caché dans le tiroir de sa table de nuit, sous une pile de livres qu'elle n'avait plus la force de lire. L'écran l'éblouit. Il était 23h45, elle activa l'enregistrement vocal et s'approcha de la porte de la chambre, se déplaçant comme un spectre sur le parquet de chêne. Dans le couloir, le bureau de Julien était baigné d'une lumière bleutée. Par l'entrebâillement de la porte, elle le vit. Il était assis devant son ordinateur, manipulant des fichiers avec une aisance déconcertante. Sur son bureau trônaient plusieurs flacons de médicaments sans étiquette et un tampon encreur qui imitait à la perfection la signature de Camille. Le dégoût qu'elle ressentit fut si violent qu'elle manqua de défaillir. L'homme avec qui elle partageait son lit, l'homme à qui elle avait confié ses doutes et ses vulnérabilités, n'était qu'un parasite se nourrissant de sa vie. Soudain, Julien se tourna vers la porte, comme s'il avait perçu une présence. Camille se figea, le souffle coupé, se fondant dans l'obscurité du couloir. Son cœur cognait contre ses côtes avec une telle force qu'elle craignit qu'il ne l'entende. Après quelques secondes de tension insoutenable, il se retourna vers son écran. « Il faut encore 3 signatures pour le transfert vers le compte au Caïman », murmura Julien pour lui-même. « Demain, ma chérie. Demain, tu seras encore un peu plus riche. Et moi, je serai enfin libre de toi. » Camille retourna dans son lit, glissant son téléphone sous le matelas. Elle savait maintenant que chaque minute comptait. Elle n'était plus seulement une épouse trahie. Elle était une avocate préparant le procès de sa vie. La brume se dissipait et derrière elle, la louve se réveillait. Elle ne dormirait plus jamais du sommeil des innocents. Elle ferma les yeux alors que Julien revenait dans la chambre pour vérifier une dernière fois sa proie. Il s'approcha, caressa ses cheveux avec une tendresse révoltante et murmura « Dors, Camille, dors pour toujours ». Sous ses paupières, Camille ne voyait plus l'obscurité, mais les flammes de la vengeance qui commençaient à consumer son ancienne vie. Le combat ne faisait que commencer. L'aube sur Paris n'apportait aucune clarté, seulement une grisaille humide qui semblait s'infiltrer à travers les dorures des corniches haussmanniennes. Camille ouvrit les yeux avec une lenteur calculée, sentant le regard de Julien peser sur elle avant même qu'elle ne puisse distinguer les contours de la chambre. C'était le moment le plus critique de sa journée, celui où elle devait réintégrer son rôle de proie égarée. Elle laissa ses paupières papillonner, affectant une confusion douloureuse, tandis que son esprit, lui, était déjà en train de scanner chaque détail de la pièce pour s'assurer qu'elle n'avait rien laissé paraître de sa veille nocturne. « Bien réveillée, ma chérie ?» murmura Julien d'une voix onctueuse. « Tu as encore eu une nuit agitée. Tu parlais dans ton sommeil. Tu semblais te débattre contre des fantômes. » Camille se tourna vers lui, la main portée à son front comme pour chasser une migraine imaginaire. Sa gorge était sèche, non pas à cause du médicament qu'elle n'avait pas pris, mais à cause de la haine pure qu'elle devait ravaler. Elle remarqua que Julien l'observait avec une intensité clinique, cherchant sans doute les signes de la léthargie profonde que les 90 mg de sédatifs auraient dû produire. « Je ne me souviens de rien », répondit-elle d'une voix intentionnellement voilée. « Tout est si flou, Julien. J'ai l'impression d'être une étrangère dans ma propre tête. Quel jour sommes-nous ? C'est mercredi, Camille. Tu as un rendez-vous important ce matin avec le docteur Valois et ensuite tu dois passer au cabinet. Mais honnêtement, vu ton état, je me demande si tu ne devrais pas déléguer le dossier Vaugirard à ton associé. Marc-Antoine m'a appelé hier. Il s'inquiète de tes derniers sumémos. Il dit qu'ils n'ont aucun sens. » Le cœur de Camille manqua un battement. Marc-Antoine de Saint-Simon, son mentor et associé principal chez Laurent & Associés, était la seule personne capable de voir à travers son masque professionnel. Si Julien commençait à l'isoler de lui, elle perdrait son dernier rempart. Intern, where is my phone? It is Coin Master O'Clock.
Si Julien commençait à l'isoler de lui, elle perdrait son dernier rempart. Elle se força à hocher la tête avec une apparente résignation, laissant Julien l'aider à se lever comme si elle était une invalide. Pendant qu'elle s'habillait, elle observait son reflet dans le grand miroir en pied de la salle de bain en marbre. Son visage était pâle, ses yeux cernés de fatigue, mais derrière ses pupilles, une étincelle de fureur froide brillait. Elle enfila un tailleur Chanel bleu marine, son armure de guerre. En mettant sa montre, elle remarqua à nouveau cette trace d'encre sur son doigt. Cette fois, elle comprit. Julien devait lui faire signer des documents pendant qu'elle était sous l'influence du sédatif, guidant sa main alors qu'elle était dans un état de semi-conscience. Le trajet vers le cabinet de consultation du docteur Valois, situé dans une ruelle discrète près de la place de l'Étoile, se fit dans un silence oppressant. Julien conduisait sa Mercedes avec une assurance calme, une main sur le volant, l'autre pressant celle de Camille avec une affection de façade. Camille regardait défiler les rues de Paris, ces boulevards qu'elle aimait tant, et qui lui semblaient désormais être les murs d'un labyrinthe conçu pour l'étouffer. Le cabinet du docteur Valois était à l'image de l'homme, prestigieux, feutré et d'une froideur chirurgicale. Valois était un psychiatre de renom, souvent sollicité comme expert auprès des tribunaux, ce qui rendait sa complicité avec Julien encore plus terrifiante. S'il déclarait Camille inapte, aucun juge en France ne remettrait sa parole en question. « Camille, entrez, je vous en prie », dit Valois en se levant derrière son immense bureau en acajou. « Julien m'a fait part de vos récents épisodes de désorientation. C'est très préoccupant. » Julien s'installa dans un fauteuil en cuir, adoptant la posture du mari dévoué et accablé. « Docteur, c'est de pire en pire. » Elle oublie des conversations entières, elle fait des crises de paranoïa la nuit. L'autre soir, elle m'a accusé de vouloir lui voler ses dossiers. C'est déchirant de la voir ainsi. Valois griffonna quelque chose sur son carnet. Camille observait le mouvement de son stylo. Elle se demanda combien Julien payait cet homme pour détruire sa vie. Elle décida de tester le terrain. « Docteur, commença-t-elle, en essayant de garder une voix tremblante, est-il possible que ce soit le médicament qui cause ces hallucinations ? Depuis que je le prends, je ne me sens plus moi-même. » Valois changea de posture, un sourire condescendant flottant sur ses lèvres fines. « C'est une réaction courante de Camille. La résistance au traitement est un symptôme classique de votre pathologie. Votre cerveau cherche des boucs émissaires pour expliquer son propre dysfonctionnement. Le médicament est là pour vous protéger de vous-même. En fait, je pense que nous allons augmenter le dosage de stabilisateur d'humeur pour contrer cette agressivité latente. » Le regard de Valois croisa celui de Julien. Un échange muet, une confirmation silencieuse de leur pacte machiavélique. Camille sentit une vague de nausée l'envahir. Elle comprit que si elle restait ici, elle finirait par être internée de force sous une semaine. Elle devait sortir de ce cabinet et trouver des preuves irréfutables. En sortant de la consultation, Camille prétexta une urgence absolue au cabinet pour que Julien la dépose à la défense. Une fois seule dans l'ascenseur de verre de la tour de son cabinet d'avocat, elle laissa enfin tomber son masque. Elle respira profondément, sentant l'adrénaline circuler dans ses veines. Lorsqu'elle entra dans les bureaux de Laurent & Associés, l'ambiance changea instantanément. Ses collaborateurs baissaient les yeux, certains murmuraient dans son dos. Elle se dirigea directement vers le bureau de Marc-Antoine. Il l'attendait, debout, devant la fenêtre qui dominait la grande arche. « Camille, il faut qu'on parle, dit-il sans se retourner. » Sa voix était chargée de tristesse. « J'ai reçu les documents pour le dossier Vaugirard ce matin. Ils sont truffés d'erreurs. Plus grave encore, la partie adverse prétend que tu as accepté des clauses de confidentialité qui sont contraires à nos intérêts les plus élémentaires. Ils ont ta signature, Camille. Une signature tremblante, certes, mais c'est la tienne. » Marc-Antoine se tourna vers elle, son visage marqué par l'inquiétude. « Julien m'a appelé, il m'a parlé de ta fragilité. Camille, je t'aime comme ma propre fille, mais je ne peux pas te laisser couler le cabinet. Les clients commencent à s'affoler. Si tu n'es pas capable de gérer ce dossier, je vais devoir demander ta mise en retrait temporaire. » Camille s'approcha de lui, s'assurant que personne ne pouvait les entendre à travers les parois de verre. « Marc-Antoine, regarde-moi. Regarde-moi bien dans les yeux. Est-ce que j'ai l'air d'une femme qui a perdu la raison ?» L'associé plissa les yeux, déconcerté par la soudaine autorité qui émanait d'elle. Camille lui raconta tout, en quelques mots rapides et précis. La pilule simulée, la conversation surprise, la trace d'encre, la complicité de Valois. Marc-Antoine resta muet, sa main tremblant légèrement sur le rebord de son bureau. « C'est une accusation monstrueuse, Camille. Julien est un homme respecté. C'est un monstre, Marc-Antoine. Un prédateur qui utilise le droit et la médecine pour me dévorer. J'ai besoin de ton aide. Je ne peux pas accéder à mes dossiers financiers sans qu'il le sache. Il a installé un logiciel de surveillance sur mon ordinateur à la maison. Je dois savoir ce qu'il a fait de l'argent du compte de la succession de mon père. » Marc-Antoine hocha la tête, la détermination remplaçant la pitié dans son regard. « Utilise mon accès personnel. Personne ne peut tracer ce que je fais. » « Mais fais vite, Camille.
S'il se doute de quelque chose, il peut invoquer une procédure d'urgence dès ce soir. Pendant 2 heures, Camille plongea dans les méandres financiers que Julien avait cru dissimuler. Ce qu'elle découvrit dépassait ses pires craintes. Julien n'agissait pas seul. Sa société, Biotech Santé, était au bord de la faillite suite à un scandale de tests cliniques truqués. Pour sauver son poste et sa fortune, il avait besoin d'une injection massive de capitaux. Le patrimoine de Camille, hérité de sa famille et accumulé par ses années de carrière, était la solution parfaite. Mais il y avait autre chose. En creusant dans les archives numériques de Biotech Santé, Camille tomba sur un nom qui lui fit l'effet d'un électrochoc. Éléonore Masson. C'était le nom de la première épouse de Julien, décédée officiellement d'un suicide 5 ans auparavant après une longue période de dépression nerveuse. Camille n'avait jamais posé de questions sur ce passé douloureux. Respectant le deuil de Julien, elle téléchargea les rapports médicaux d'Éléonore Masson. Les symptômes étaient identiques aux siens. Insomnie, confusion mentale, paranoïa. Le médecin traitant était, là encore, le docteur Valois. Éléonore n'était pas morte de tristesse. Elle avait été effacée de la même manière que Camille l'était aujourd'hui. La seule différence était qu'Éléonore n'avait pas soupçonné la trahison à temps. Une rage froide et glaciale s'empara de Camille. Elle n'était pas seulement en train de sauver sa vie, elle était devenue le dernier témoin d'un crime impuni. Elle contacta sa sœur, Léa, qui travaillait comme journaliste d'investigation au Monde. Elles se retrouvèrent dans un petit café anonyme du quartier de la Chapelle, loin de l'influence de Julien. « Léa, je n'ai pas beaucoup de temps », dit Camille en lui remettant une clé USB. « Tout est là-dedans. » Les transactions frauduleuses, les liens entre Biotech Santé et Valois, et ce que j'ai trouvé sur Éléonore, je veux que tu remontes la piste d'Éléonore. Trouve où elle a été enterrée, trouve sa famille, il doit y avoir un dossier de succession quelque part. Camille, c'est extrêmement dangereux, murmura Léa, les yeux écarquillés par l'effroi. Si Julien se rend compte que tu sais, il ne se contentera plus de te droguer. En France, les accidents domestiques ne sont si vite arrivés pour les personnes déclarées instables. Je sais, répondit Camille, sa voix ne faiblissant pas. C'est pour ça que je vais continuer à jouer mon rôle. Je vais retourner dans cet appartement, je vais feindre la folie et je vais le laisser croire qu'il a gagné. C'est la seule façon de l'amener là où je veux qu'il soit, devant un tribunal avec toutes les preuves contre lui. Elle quitta sa sœur et retourna vers le 16e arrondissement. En marchant sur les quais de Seine, elle observait les passants, les couples qui se tenaient par la main, les touristes admirant la tour Eiffel. Combien de ces vies étaient